la guerre de la Russie en Ukraine est élevée au Sénégal? Quelle est l'opinion publique sénégalaise sur cette guerre en Europe? Comment peut-on arriver à une paix juste et durable? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Fana Cissé, journaliste et fact-checkeuse à Presse Afrique, un média en ligne au Sénégal. Fana a visité l'Ukraine dans le cadre du voyage du presse organisé par l'Ukraine Crisis Media Center en septembre 2024. Bonjour Fana, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. Toi tu es journaliste au Sénégal, dans la Presse Afrique. Tu as effectué un voyage de presse ici en Ukraine dans le cadre du voyage de presse organisé par l'Ukraine Crisis Media Center en septembre 2024. Et donc ma première question à toi serait, quelles étaient tes attentes et tes premières impressions quand tu es arrivé en Ukraine? D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Fanny Cissé. Je suis journaliste à Presse Afrique, un journal en ligne basé à Dakar, au Sénégal. Oui, j'ai été invitée par un média, un centre de médias qui se situe au niveau de l'Ukraine pour une visite média. En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié le jour où on est arrivé à l'Ukraine, et ce qui m'a beaucoup impressionné, je dirais, quand on est arrivé à Lviv, j'avais l'impression que c'était juste des mensonges par rapport aux médias et qu'il n'y avait pas de la guerre parce qu'il y avait une ambiance au niveau de Lviv. Et là, j'ai demandé aux gens qui s'occupaient de la traduction, ils m'ont dit que là, les gens étaient vraiment habitués à la guerre. C'est pourquoi maintenant, en quelque sorte, ils s'en foutent des alertes, entre autres. Mais quand on est arrivé à Kiev, là, je sentais vraiment que le pays était en guerre parce que on ne laisse, ça ne passait pas plus de 4 heures ou 2 heures que je ne recevais pas d'alerte sur mon téléphone me disant, m'informant qu'il y a des bombardements, entre autres, dans des régions ciblées. Et là, en tant qu'humain ou même pas journaliste, j'ai vécu quand même l'angoisse que la population sentait car il y avait des alertes entre autres. Oui, donc voilà, bien sûr, il y a des alertes qui sonnent tous les jours. D'ailleurs, on vient d'avoir une autre alerte il y a 30 minutes seulement. Et donc voilà, tu arrives dans ce pays-là qui semble paisible à Lviv, c'est à l'ouest de l'Ukraine. Et puis à Kiev, les nuits sont plus mouvementées, on va dire. Comment déjà tu as vécu voilà, ces quelques nuits à Kiev? Est-ce que tu te levais? Est-ce que tu descendais au sous-sol quand il y avait des alertes? Oui, ma première nuit quand même, j'ai pas dormi, tout comme la deuxième nuit parce qu'on avait reçu, je pense, trois alertes. Et là, j'ai plus quoi faire. Mais comme on nous avait obligé d'installer des applications pour s'informer de la situation et quand on a reçu l'alerte via WhatsApp, entre autres, tout le groupe a été informé de descendre a été informé pour descendre ou bien se loger dans des abris pour plus de sécurité. Mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas descendus, mais par peur, moi, je suis descendue avec des collègues. Je pense qu'on avait passé la nuit dans les abris jusqu'à 7 heures du matin. Il y avait une alerte et là, euh, c'était carrément, je sais pas comment le qualifier, mais là, j'étais quand même dans une terreur indescriptible. Et Mhm. là, je me suis mis à la place de ces citoyens qui vivent tous les jours face à cette situation et qui sont impuissantes et qui ne savent plus quoi faire.
je me suis posé cette question et je me suis dit que peut-être la vie ne tenait qu'un seul, comme on dit, la vie que ne tient qu'un seul fil. Et là, je me suis dit peut-être je vais m'en sortir, mais quand même, j'ai pas pu dormir euh, pour mes deux, pour mes deux premières nuits. C'était carrément, euh, je vivais constamment quand même dans la peur et dans l'angoisse. Oui, c'est vrai que c'est une expérience tout à fait douloureuse que d'entrer dans un pays en guerre, on peut le comprendre. Notre question, Fana, à toi, quand tu partais du Sénégal, on peut imaginer que tu avais une idée, une image de ce que ça pouvait être, cette guerre, voilà, en Ukraine, voilà, de la Russie contre l'Ukraine. Quelle était ton idée, étant donné toute cette couverture, n'est-ce pas, médiatique de cette guerre au Sénégal? Oui, concernant la couverture médiatique, je pense qu'on a vécu pas mal de villages qui étaient quand même dévastés, mais j'ai vu que quand même le pays a pu se reconstruire vite, mais toujours il y a des bâtiments, il y a des villes ou villages même qui portent toujours le stigmate euh, de la guerre. Surtout l'hôpital qu'on avait visité et l'autre village qui se situe, je pense, c'était pas Boutia ou entre autres, et l'église on a l'impression qu'il y a toujours la guerre dans ces villes et le récit de ces citoyens, des prêtres, surtout au niveau de Yatmé, je pense, où on avait rencontré un administrateur qui s'appelait Ivan, je pense qu'il avait 64 ans, qui a vécu 27 jours dans un abri, dans des conditions extrêmement difficiles où il y avait des enfants. Je pense que la pièce faisait 150 mètres carrés. Il y avait 300 victimes qui devaient se partager à chacune 0,5 mètres carrés du genre. Là, je me suis mis dans la peau de ces citoyens-là. Mais quand même, il faut se départir de l'émotion pour pouvoir quand même faire son travail de journaliste, rapporter les faits, même si euh, il y a eu du temps. Mais quand même, les gens qui ont vécu cette guerre-là étaient toujours là et ils étaient présents. On pouvait quand même recueillir leurs témoignages. Oui, des témoignages parfois très poignants aussi, parce que nous avons vu des choses. À Mhm. Lviv, C'est ça. le groupe, t'as vu avec le groupe, ce centre pour les gens, le centre qui s'appelle le Mhm. Superhumans, voilà, qui s'occupe des gens qui ont perdu leurs bras, leurs jambes, Mhm. voilà, des amputations. Qu'est-ce que tu as pu Mhm. voir là-bas? Qu'est-ce que tu as découvert là-bas? Quelles étaient tes impressions à Lviv? Oui, les images étaient quand même insoutenables, mais j'ai pu constater qu'il y avait aussi de l'espoir dans les yeux de ces victimes, parce que euh, se faire amputer de ses membres, c'est pas facile à accepter, mais on nous avait informé qu'il y avait une équipe psychologique qui se chargeait quand même de faire revenir à la raison ces victimes. C'est pas du tout facile, comme je l'ai dit tantôt, mais quand même ils ont su surmonter cette tragédie parce que d'autres se sont investis dans d'autres corps de métier. J'ai vu, je pense que la première victime maintenant, avec ses jambes amputés, a pu se procurer une voiture pour venir à l'aide d'autres victimes de la guerre. J'ai pu constater aussi, il y a une dame s'est fait amputer, je pense, de pied. Et là, il s'est investi dans le mannequinat pour dire qu'il y a aussi de l'espoir dans les yeux de ses victimes. Oui, donc il y a toujours de l'espoir et il y a aussi tout un effort, n'est-ce pas, de la société ukrainienne que de mettre à disposition de ces gens-là un certain avenir, voilà, en s'occupant d'eux, avec cette procédure de la réhabilitation qui dure longuement, avec des prothèses aussi.
Et donc, étant donné le nombre de blessés, malheureusement, c'est une guerre de contact. On a beaucoup de blessés de ce type mhm, parmi des militaires, mais tout aussi bien parmi des civils, parce que les bombardements, ils touchent en fait toutes les villes sans exception. Peut-être un tout petit peu moins à l'ouest, à Lviv, Ivano-Frankivsk, mais déjà bien sûr moins à Kiev, parce que même, voilà, même si les alertes sont fréquentes, les gens, les habitants de la capitale sont plus ou moins mieux protégés par des systèmes de la défense antiaérienne tels que Patriot américain, etc. Euh, Tandis que les autres mhm, villes près de la ligne du front, il y a des frappes absolument permanentes. Cette nuit, par exemple, nous avions plus de 100 drones qui volaient voilà, au-dessus de l'Ukraine. Donc, il y avait plusieurs drones qui ont attaqué Kiev, donc mhm, sans blessés, sans morts, sans destruction. Mais par contre, déjà dans d'autres villes telles que mhm, Kryvyi Rih, Zaporizhia aujourd'hui, cette nuit, il y avait un jardin d'enfants qui était détruit par un missile balistique, en fait. Donc, c'est-à-dire que ça arrive malheureusement tous les jours. mhm, Vous avez aussi visité, dans le cadre de ce voyage, la ville de Tchernigiv et surtout mhm, ce village de Yahidne. mhm, Yahidne, sur la route depuis Kiev vers mhm. Tchernigiv. Quelle était l'histoire de ce village Mhm. et comment tu l'as compris? Oui, après, je pense que c'est un village quand même qui est réputé être paisible. Mais avec la guerre, le village s'est quand même transformé en théâtre quand même d'une atrocité indescriptible. Là, on a appris qu'il y avait 300 civils, dont de nombreux enfants ont été séquestrés dans une cave par l'armée russe, qui les utilisait comme bouclier humain pendant 27 jours. Euh, le récit quand même comment dire, de Ivan m'a quand même bouleversé. Parce que là, il a raconté que les 300 civils quand même servaient de bouclier humain. Lui, il fut enfermé avec ses trois petites filles, je pense, dans cette cave-là, alors que l'armée russe occupait l'école qu'il utilisait pour se protéger d'une éventuelle frappe ukrainienne, parce que quand même, euh, il a soulevé que l'armée ukrainienne n'était pas du tout préparée à cette invasion, parce qu'ils ne savaient pas que ce village allait être attaqué. Mais au bout de 27 jours, l'occupation a pris fin, mais ils étaient traumatisés. Il y a même des victimes qui toujours n'ont pas voulu revenir dans ce village parce qu'ils ont les souvenirs qui sont toujours douloureux pour cette situation. Parce qu'il m'avait dit que dans cette cave-là, la situation les conditions quand même étaient inhumaines. Les jours passaient et l'air devenait quand même irrespirable. Il y avait des humidité stagnantes qui se transformaient en condensation qui ruisselait sur les captifs. La nourriture était rare, insuffisante, qui consistait un simple morceau de pain, quelques biscuits, des haricots, des conserves, je pense qu'il avait même un enfant d'au moins 2 mois qui, jusque-là, porte les stigmates de la guerre parce qu'il est souffrant. Il n'avait pas assez de vitamines au moment de il n'y avait pas assez de vitamines au moment où ils étaient captivés pendant 27 jours. La terreur est toujours omniprésente dans ce village-là. Les soldats russes, souvent émigrés par la vodka, selon Ivan, il dit que frapper sans discernement, chaque sortie dans la cave était un éléphant vers la mort, qui osait s'aventurer pour chercher de l'air frais, ne revenait jamais. Il les tuait dans la forêt. Ces villageois mouraient lentement dans cette prison souterraine, d'autres instantanément sous les coups de l'envahisseur. Son récit quand même était bouleversant.
mais ils ont su quand même surmonter ça. Mais Ivan dit que le village ne compte pas pardonner les Russes. Les mots qu'il a utilisés étaient carrément forts. Il disait que il voulait même voir les Russes transformés en pesticides sur la terre ukrainienne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une expérience très difficile, très tragique qui a laissé des Mhm, séquelles dans les âmes des habitants de ce village de Yahidne sur la route à Tchernigiv. Je sais qu'à Tchernigiv, vous avez rencontré un chien, mais un chien pas comme un autre. mhm, Un chien dont le nom mhm. est patron, c'est un chien célèbre, légendaire, même en Ukraine, qui lui, il a été impliqué dans le processus de déminage, et ceci depuis tout le début de la guerre. Peux-tu nous décrire cette rencontre? Oui, pour cette rencontre-là, je pense qu'il y avait un problème linguistique, comme le débat s'est passé en français, en anglais, mais quand même, j'ai su retenir quelque chose de très important. C'était la bravoure euh, du chien, qui s'est même, je pense, pas trop nul. C'était ça. Il y avait des chocolats même sur son nom et autres objets qui faisaient allusion à sa bravoure parce que au moment de la guerre, il servait quand même d'arme pour ses patrons. Il savait où trouver la mine pour aider quand même les militaires à déminer. Et ça, c'était une chose qui a pu empêcher quand même l'irréparable. Oui, oui, c'est un chien qui est très connu, même. Il est entré dans la culture populaire ici en Ukraine, même les enfants l'adorent parce qu'il est devenu comme un caractère bien reconnaissable, d'une bande dessinée presque, voilà, voilà, ce chien patron légendaire. Et donc après ce tour en Ukraine, voilà, qui t'a fait découvrir Lupi en guerre, vous avez vu Lviv, Kiev, Tchernigiv, Yagidne. Voilà. Est-ce que, voilà, quelle vision de la guerre ici en Ukraine tu as? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que, voilà, cette guerre signifie pour toi? Je pense que la guerre, pour moi, signifie de la puissance de l'autre côté qu'il va exercer sur l'Ukraine, parce que je me suis demandé pour les pays que la Russie voulait, pour les régions que la Russie voulait annexer, est-ce qu'il y avait des ressources naturelles entre autres? Pourquoi euh, cette guerre? Qu'est-ce que Poutine vraiment cherche dans ces régions? Mais la réponse que j'ai eue euh, ne m'a pas satisfait parce on ne parle pas de ressources euh, naturelles ou rien du tout qui pousse un autre pays à vouloir s'accaparer des régions qui appartiennent de l'autre côté. Du coup, le résumé que j'ai fait de cette guerre, c'est juste un pays qui va montrer sa suprématie sur un autre pays. Oui, oui. Et à la fois, est-ce qu'on peut dire que comment est l'opinion publique sur cette guerre au Sénégal? Est-ce que les gens s'intéressent à cette guerre ou bien ça apparaît quelque chose de très lointain et inintéressant? Oui, pour le Sénégal, je ne pense pas qu'on est trop intéressé par cette guerre. Ce qui est sûr est que nous voulons la paix pour les deux pays, parce que aucun pays ne veut pas que sa population ou bien les civils soient tués pour des intérêts que nous ne comprenions pas. Mais ce qui est sûr est que le Sénégal n'est pas ni du côté de la Russie, encore moins de l'Ukraine. On est pour la paix. On est pas pour la guerre et on se mêle pas quand même pour dire vrai de cette guerre, même si nous avons quand même des intérêts économiques qui nous lient avec ces deux pays, parce que il y a du blé que l'Ukraine produit, tout comme la Russie pour nourrir les pays africains et le Sénégal aussi il reçoit quand même une belle part de ces deux pays. Si la guerre continue, nous serons touchés aussi économiquement. Oui. Mais à la fois, voilà, donc voilà, tu dis que c'est une guerre éloignée, voilà, des uns et des autres, mais à la fois, est-ce que ce voyage avait changé quelque chose? Donc, elle a vu de quel côté la vérité et la justice, puisque
Le Sénégal avait reconnu l'indépendance en Ukraine, si je ne me trompe pas, en 92, voilà, tout de suite après que l'Ukraine est devenue indépendante. Et donc cette violation de frontières, elle devrait parler aussi aux autres pays parce que c'est une agression qui n'est pas justifiée et qui n'est pas peut-être pas justifiable de point de vue de la loi internationale, n'est-ce pas? Oui, comme je te l'ai dit tantôt, je pense que pour le Sénégal, à ce que je sache, j'ai pas encore vu de communication allant dans le sens de l'Ukraine ou encore moins de la Russie. On est pour la paix et nous voulons que la paix revienne et nous voulons que la paix revienne pour les deux pays. Oui, oui, donc la paix, mais pour qu'elle arrive, voilà, qu'elle arrive, cette paix, il faut voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, à ton avis, pour que cette paix, autant souhaitée, ici en Ukraine, qu'elle arrive, qu'elle s'installe véritablement? Mhm. Euh, le pardon serait quand même l'idéal, mais je ne pense pas que dans ce cas de figure, le pardon aurait suffi pour faire taire ou bien pour faire oublier ce qui s'est passé. Il faut que la justice règle d'abord ce problème parce qu'il y a des crimes de guerre qui ont été commis à l'Ukraine. En temps de guerre, on bombarde pas quand même les écoles, on ne tue pas les civils. La guerre, c'est entre militaires et non pas entre les civils ou bien on n'exerce pas aussi la violence sur les femmes ou bien les enfants. On viole pas en temps de guerre. Et là, euh, lors de la tournée, j'ai appris que des femmes ont été violées. L'enfant le plus petit qui a été violé, je pense elle a 2 ans. Une momie a été violée. Ça aussi, il faut que la justice se saisisse de ces dossiers. Du coup, je ne pense pas que le pardon ou bien l'oubli devra finir, devra quand même peser sur cette situation. Oui, donc voilà, avant qu'il y ait le pardon, avant qu'il y ait l'oubli, il faudrait qu'il y ait un jugement, qu'il y ait une punition pour les Justice. crimes, parce que sinon, ça a l'air de crime sans châtiment. Voilà, comme dit cette célèbre œuvre littéraire russe de Dostoïevski, Crime et châtiment. Et malheureusement, dans la pratique de guerre russe, c'est souvent crime sans châtiment. Bien sûr, pour amener des criminels de guerre russes auprès du tribunal, il faudrait beaucoup d'efforts et l'Ukraine seule ne pourra pas faire tous ces efforts-là, ça sera insuffisant puisque nous avons bien sûr besoin d'aide pour le faire. Est-ce que, à ton avis, tu es journaliste, tu travailles en Passe-Afrique, est-ce que la perspective russe ou la propagande russe, elle est présente dans ton pays? Dans mon pays, je ne pense pas que la propagande russe puisse passer, comme je te l'ai dit, pour le Sénégal. Parce que le Mali, quand les pays de l'AES sont sortis de la CEDEAO, il y avait eu quand même une propagande pour se faire accepter de la Russie. Bon nombre de pays, comment dirais-je, de l'AES se sont je pense qu'ils se sont alliés avec la Russie pour combattre le terrorisme, entre autres. Il y a la Russie qui les fournit euh, d'armes et le Sénégal n'est pas dans cette situation. On n'est pas en guerre. On n'est pas quand même un pays où les terroristes viennent pour faire leur loi. Cette situation est plus présente dans les pays de l'AES. Du coup, la propagande de Russie je ne pense pas en quoi ça peut influer le comportement des Sénégalais ou entre autres. Mais ce qui est sûr est que la Russie détient la machine de propagande la plus puissante au monde. Oui, oui, tu as absolument raison.
Merci beaucoup, Fana, pour cet entretien et pour partager tes impressions de voyage ici en Ukraine. L'Ukraine a toujours besoin de soutien de d'autres pays, donc merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Fana Sissé, journaliste et fact-checkeuse à Presse Afrique, un média en ligne au Sénégal. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.